Nouvelle émission Moto Magazine, un peu en mode National Geographic comme je les aime toujours. Vous savez peut-être que j'ai un vieux passif de géographe et avoir une planisphère sur la tête, ça me touche particulièrement. Sauf que, ironie de l'histoire, l'endroit où nous allons n'est pas vraiment sur la carte puisqu'il est à peu près ici. Donc on ne le voit pas, nous sommes à Hirtshals, c'est au nord du Danemark. On s'est fait avec Fredo hier 1450 km de camion parce qu'en fait la route n'a aucun intérêt, c'est des grandes lignes droites, chiantes, monotones, plates, pluvieuses. Et derrière moi, ce bateau nous emmène en Islande. L'Islande, 103 000 km², c'est globalement un petit cinquième du territoire de la France. Ils sont 387 000 dont 250, les deux tiers. À la capitale, autant dire que sur le reste de l'île, on ne devrait pas voir grand monde. En tout cas, on a hâte d'y aller, découvrir des paysages assez incroyables. Vous voyez là dans la file des motos, il y a un petit peu de tout. Évidemment de la GS, de la moto d'enduro. Pour les petits Frenchies qui sont là un peu en mode hardcore, qui vont se faire les pistes, qui vont les stanker dans les guets et qui vont vivre une vraie aventure. Nous avec Fred, on va faire ça en mode plus confort avec les deux Vestrom, la bleue et la orange qui sont derrière. En tout cas, on reparle de tout ça très bientôt. Fred, ce qui nous attend, c'est 2 jours de bateau. Est-ce que tu as le mal de mer ? On verra ça, on oublie ça. Allez, restez connectés, à bientôt pour la suite. De voyage entre le Danemark et l'Islande, on arrive au bout d'une journée et quelques heures à ce qui derrière moi est les îles Féroé. Et pour transporter nos deux Suzuki Vestrom qui valent 15 399 €, on est sur un bateau qui lui vaut 97 millions d'euros. Ce bateau, c'est le Norröna, c'est une des figures de proue de la compagnie Smirin Line qui fait en fait la navette entre le Danemark, les îles Féroé et l'Islande. C'est un moyen de transport qui est essentiel, c'est en fait quasiment le seul moyen de communication entre les îles et le continent. Ce bateau il est impressionnant, regardez, 30 mètres de large autour de toi, Fred, derrière toi, 30 mètres de large, 165 mètres de long. Et puis au niveau des moteurs, il y a 4 moteurs, 4 Caterpillar qui font 6 cylindres chacun. On est sur 24 cylindres, on pourrait penser que c'est peu, mais chacun de ces moteurs fait 531 litres, oui, 531 litres de cylindrée. Ils font chacun 7500 chevaux, donc on a en tout 30 000 chevaux. Régime de ralenti 300 tours, régime de puissance 1000 tours minute. Et quand tout va bien, qu'il n'y a pas trop de vent de face et qu'il n'y a pas des vagues, parce que parfois ils se tapent des vagues de 9 à 12 mètres dans le nez et là ça secoue sérieusement. Nous on a eu du bol, on a eu 2 mètres et demi, 3 mètres, donc c'était vachement stable. Quand tout va bien, ça tourne à 21 nœuds, c'est-à-dire un peu plus de 30 km/h, d'où les 2 jours de navigation nécessaires pour rejoindre l'Islande depuis le Danemark. Ce bateau a une capacité de 1480 personnes, on met dedans 800 bagnoles, plus 130 remorques de camions. Et en fait l'hiver, quand il y a moins de passagers, parce que c'est un peu le seul moyen d'emmener un véhicule terrestre en Islande, il est plutôt dédié au fret, mais les horaires sont moins réguliers, ça dépend de la météo. En tout cas, si vous venez à moto depuis la France ou depuis l'Europe, ce sera la seule façon d'emmener votre moto en Islande et on doit dire qu'il est plutôt confortable, bien équipé. Et là, avec un peu plus de 800 passagers et 100 membres d'équipage, on n'a vraiment pas l'impression de se marcher dessus parce qu'en fait, il y a vachement de place. On se retrouve sur la terre ferme, pas celle-ci, c'est des Féroé. Encore une nuit de navigation et on se retrouve à très bientôt en Islande.
Premier jour de road trip en Islande et quand le bateau, le Norröna, débarque à Seyðisfjörður, alors je vais pas toujours bien dire les noms des villes et des lieux parce que c'est quand même un peu compliqué quand t'es pas habitué à ça. Et bien quand le bateau débarque à Seyðisfjörður, la population double. Le village fait 720 habitants, il y a 800 personnes dans le bateau. Donc tout d'un coup, il y a un petit peu de touristes partout, même si ensuite ça va se disperser. Et puis ce qui fait la particularité de cette petite ville toute mignonne, en fait, c'est que visiblement, c'est un peu une résidence d'artistes pour les artistes islandais. Il y a des rues comme ça qui sont colorées, c'est un peu l'identité de la ville. Il y a des galeries d'art, il y a des maisons avec une architecture déjà assez particulière, avec des couleurs pastel, des couleurs comme ça qu'on peut pas manquer. Et tout de suite, on a vraiment ce sentiment, dès qu'on sort du bateau, d'être dans l'Islande. Autre moment important, Fred, si tu te retournes, c'est la petite église bleu pastel qui est derrière toi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on a l'idée de venir s'installer ici, puisque les premiers habitants arrivent globalement vers l'an 900, parce qu'en fait, le fjord était riche en harengs, et c'est un peu une activité de pêche au hareng qui fait que les gens vont commencer à installer là. Ça vient souvent de Norvège, les premiers habitants, et on retrouve donc ici et là cette petite architecture norvégienne. Ce qui est aussi intéressant et qui immanquablement fait qu'on se sent en Islande, c'est que le fjord qui permet de rentrer dans cette petite ville, le fjord fait 16 km de long, il est super étroit, et il est tellement étroit et encaissé que sur une partie de l'année, le soleil a du mal à venir éclairer un petit peu la ville de Seyðisfjörður. Et puis ensuite, nous, on va partir sur la seule route, la route 93 qui passe entre les montagnes. Les sommets, c'est 1085 mètres. Et puis tout de suite, on a ces paysages encaissés, très verts, très massifs, très impressionnants, avec déjà de la neige, alors qu'on est tout début juillet. Alors on l'a dit, pour sortir du bateau et sortir de Seyðisfjörður, en fait c'est un fjord très encaissé. En même pas 10 km, on prend plus de 600 mètres de dénivelé, donc tout de suite ça monte. On a vu des mecs en vélo et franchement respect à eux. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, on est tout de suite dans cette nature. Derrière moi, la cascade de Gufufoss, je la prononce peut-être mal. Question, combien il y a de cascades en Islande ? Personne n'a compté très exactement, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'il y en a plus de 10 000. Celle-là, c'est la première, c'est pas la plus impressionnante, elle fait 27 mètres de haut, mais quand même, ça débite déjà pas mal. Et puis, il paraît que quand il fait beau, il y a un phénomène naturel où on voit globalement, on a l'impression qu'elle est traversée par un arc-en-ciel. Alors, à l'échelle islandaise, il fait beau, c'est-à-dire qu'il pleut pas, il neige pas, ça manque un peu de soleil, peut-être qu'on aura ça au retour, puisque c'est cette route qui nous amènera dans exactement une semaine pour reprendre le bateau du retour. Et d'ici là, j'espère qu'on vous en aura mis plein les yeux. Il y a probablement encore beaucoup de trésors cachés en Islande, preuve étant que celui-ci, il a été découvert seulement en 2017. C'est le canyon de Sturlagil. Encore une fois, je le prononce pas bien, puis je vais arrêter de m'excuser parce que ça va être comme ça dans toute l'émission. Il fait 94 km de long. Il descend justement vers la partie est de l'île où nous sommes arrivés. Et en fait, l'un des points d'intérêt de ce canyon, c'est qu'en fait, à un moment, il y a eu une espèce de poussée volcanique, comme beaucoup sur l'Islande, qui est quand même une île qui vit beaucoup grâce à l'activité sismique et volcanique. Et en fait, les montées de lave ont fait des pins de basalte. Et vous avez ces colonnes de basalte qui ont été un peu taillées par l'érosion, mais qui sont encore très présentes. Et puis des fois, c'est tout droit. Puis des fois, ça fait une forme d'arc-en-ciel, de corolle, de trucs comme ça. Enfin, pour ceux qui aiment la géologie, c'est juste magnifique. Il se trouve aussi qu'à certains moments de l'année, l'eau, elle est vert turquoise avec des reflets bleutés. Enfin, c'est vraiment de l'eau pure de montagne qui en plus passe dans de la roche un peu spécifique. Ça vaut le déplacement. Ça se mérite. Il y a de la marche à pied, il y a les escaliers, il y a du dénivelé. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Il y a de belles images de drone que Fred vous a mis. Merci Fred.
On est passé tout à l'heure devant des rejets de soufre et je peux vous le garantir, ça pue. Et là, on est sur un peu le dernier émerveillement, la dernière découverte de cette première journée en Islande. C'est un lac et le lac s'appelle le lac Mývatn. Ça veut dire en langage local le lac des mouches parce qu'il paraît qu'en été, il y a plein de mouches et qu'elles sont un peu pénibles. On est en été, mais bon, comme vous voyez, c'est un été particulier. Et là, des mouches, on n'en a pas. Ce lac, il a deux particularités, même plusieurs. En fait, il en a trois. C'est un lac qui est assez récent puisqu'en fait, c'est une espèce de coulée de lave qui est arrivé dans un bassin versant, qui a un peu bloqué tout ce qui se passait par là, et ça a créé toute une multitude, avec un paysage très complexe, une multitude d'îlots, de cavités, de sources chaudes ici et là, un paysage très minéral, on a aussi entre le vert, le noir foncé, enfin c'est assez fabuleux. Le deuxième point, c'est que comme en fait cette coulée de lave était sur un endroit relativement plan, en fait le lac, qui était la troisième source d'eau douce en Islande, il est assez grand, il fait 37 km², et bien la profondeur moyenne c'est 2,50 m et le maximum c'est 4,50 m, donc il n'est pas très profond. Et puis l'autre point important, Fred, si tu veux venir par là pour suivre un petit peu les paysages magnifiques qu'il y a derrière moi, c'est qu'en fait, a priori, il y a 28 espèces de canards. Pourquoi ? Je ne le savais pas avant de venir ici, mais il se trouve que la partie nord de l'Islande, elle est aussi sur les routes migratoires. Des canards qui vont chercher un petit peu de beau temps ici et là. Alors est-ce qu'on aura du canard au menu ? Ça je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a un point de désaccord entre Fred et moi, c'est que lui trouve ça joli. Le mec trouve ça joli, moi je trouve ça fucking sublime. Vous nous dites si c'est pas beau, si c'est formidable, si c'est pas merveilleux. Et puis ces routes là, ces routes noires qui serpentent, regarde Fred là-bas, derrière les touristes, ces routes noires qui serpentent entre les étendues d'eau avec de la lave d'un côté, de la végétation, de la mousse de l'autre, ça donne carrément envie de faire de la moto, même si par ce joli matin, ces jolies soirées, enfin on ne sait même plus si c'est jour et nuit ici, de juillet, eh bien en fait ça caille quand même, hein, il fait 6 degrés. Allez, bisous. Mets ta cagoule parce que c'est l'été en Islande pour venir de Mývatn jusqu'à Húsavík plus au nord. Les routes sont fabuleuses, il y a un mélange de couleurs, de mauve, de vert, d'orange, de noir, selon les côtes, les rayons de soleil éventuels, les bancs de brouillard. Tout ça se reflète dans une magie assez incroyable. Et même si on se caille un peu, ça reste toujours un grand plaisir de faire de la moto. Nous sommes plus sur l'Islande du Nord, notamment dans la petite ville de Húsavík. Et cette ville est importante parce qu'une des ressources de l'Islande, telle qu'on va la découvrir sur ce deuxième jour, c'est évidemment tout ce qu'il y a autour de l'île dans les océans, et notamment la pêche. Une des pêches qui crée polémique, c'est la pêche à la baleine, et on comprend bien évidemment pourquoi. L'Islande a beaucoup eu à gagner avec la pêche à la baleine sur des temps historiques, hein, depuis la fin du 19e siècle, et puis avec la prise de conscience que ce gros animal, ce gros mammifère marin était quand même un petit peu menacé en termes de durabilité. Il y a eu d'énormes pressions qui ont commencé à se mettre dans les années 60, qui se sont accentuées dans les années 80. Le Japon a eu évidemment les mêmes problèmes. En 86, 2 baleiniers ont été coulés dans la baie de Reykjavik par l'association Sea Shepherd en disant les gars, le message est clair, si vous continuez, il faudra que vous appreniez à nager. Et puis en fait en 90, la pêche à la baleine a été interdite. Les baleines respirent, d'autant qu'elles respirent de l'air, ce sont des mammifères. La chasse donc est interdite en Islande, tout va pour le mieux, sauf que les décisions parfois changent. En 99, ça reprend officiellement pour des raisons scientifiques. Et en 2005, et ça a une décision qui se mettra en place progressivement jusqu'en 2009, l'Islande reprend la chasse à la baleine en instaurant toutefois des quotas. On est sur environ 140 unités d'une certaine épaisse et puis 250 de l'autre. Ça fait quand même 400 par an, pas loin. L'Islande se défend en disant qu'elle n'a pas atteint ce quota, qu'elle a toujours veillé à en chasser moins que ce qui était autorisé. Il se trouve qu'après le Covid, au moment du Covid, les 2 grandes compagnies qui devaient gérer ça ont coulé, que la chasse a été officiellement suspendue début 2023, puis de nouveau autorisée fin 2023. Les baleines vont-elles pouvoir continuer à respirer ? Suspense. Et justement, puisqu'on a abordé ces questions de baleines, en fait, ici, à Húsavík, c'est le musée de la baleine et c'est un des lieux touristiques les plus visités d'Islande. En fait, il y a
11 squelettes de baleines, dont le plus gros qui est à mes côtés, et on voit bien l'énorme animal que c'est, l'énorme mammifère. Quelques chiffres, ce musée est assez pédagogique, hein. Il explique que la baleine en fait vient après les dinosaures et bien avant les humains, donc en fait les premières traces de ce qu'est globalement une pré-baleine, c'est 50 millions d'années. À l'époque, c'était un animal qui avait des pattes et qui pouvait se mouvoir un petit peu sur la Terre, et puis ensuite sa forme a évolué en fonction des évolutions des écosystèmes, des climats, des gros chocs climatiques et sismiques sur la planète. Et puis on considère que la forme actuelle de la baleine, elle remonte à 4,5 millions d'années. Dans ce musée, on a donc plusieurs squelettes à la fois de baleines à fanon et de baleines à bosse. Il y en a 11 qui sont exposés ici à l'étage au-dessus. Et puis il y a toute une partie pédagogique sur l'importance qu'avait la chasse à la baleine dans l'écosystème et dans l'économie de ces petits ports du nord de l'Islande où en fait survivre était quand même pas très simple, et à l'époque c'était une ressource importante. Et puis on voit un peu la modernité du traitement de la question, puisqu'on explique aujourd'hui que le climat change, que la baleine se fait rare, et que le rôle d'une baleine entre, je veux dire, sa capacité à retenir du carbone et sa contribution à un écosystème touristique, le rôle d'une baleine aujourd'hui est estimé à peu près à 2 millions de dollars par unité. Donc en fait, la baleine a plus de valeur vivante que morte, et on sortira de ce musée avec cette lueur d'espoir pour la conservation de l'espèce. Alors aujourd'hui, à Husavik, plutôt que d'aller exterminer les baleines, ils ont fait un business où ils vont les observer avec des touristes, et ça marche plutôt bien. Il faut prévoir, hein, quand on est en Islande, des endroits pour se mettre régulièrement à l'abri, parce qu'entre le froid, la pluie, l'humidité, les voyages à moto peuvent être un peu éprouvants. Adresse sympa, fish and chips, voilà, c'est pas très cher à l'échelle islandaise, hein, ça reste un billet malgré tout. On commande au comptoir en bas, on monte dans la salle, complètement désuète, mais ça fait partie du charme, pour se restaurer, se mettre au chaud, et puis quoi qu'il arrive, on repart tout à l'heure encore plus haut dans le nord de l'Islande. Bon appétit. Fin du deuxième jour de route, et maintenant que la pluie est partie, nouvelle découverte pour nous. Il est très exactement à Masaiko, il est très exactement minuit. Et en fait, on est quasiment, s'il n'y avait pas ces nuages, on serait quasiment au soleil de minuit. En fait, pas tout à fait. C'est un peu une espèce de formule toute faite. Le soleil de minuit, c'est au-dessus du cercle polaire. Si vous avez des vieux souvenirs de géographie, cercle polaire, 66 degrés, 33 minutes. Au nord, enfin dans une partie nord de l'Islande où nous sommes ici, près de Siglufjordur, on est à 66,10, donc on n'a pas totalement cette boule de feu qui ne descend pas à l'horizon et qui remonte en faisant un petit coup de ricochet ou de ping-pong. Elle est un peu planquée derrière les nuages, mais il y a quand même une réfraction derrière nous. Le ciel est complètement clair là-bas à l'horizon. Et puis à minuit, du coup, la vie existe toujours, les oiseaux chantent, les moutons bouffent de l'herbe dans la montagne. Fredo n'est pas fatigué. Fredo. Et nous, on va aller se coucher. On se retrouve demain pour la 3e journée de découverte de ce pays fabuleux qu'est l'Islande. Vous avez vu, il a arrêté de pleuvoir sur cette 3e journée de découverte de l'Islande, et aujourd'hui on va s'intéresser un peu à la détermination des Islandais. Qu'est-ce qui poussait des gens à venir s'installer il y a des siècles dans un territoire lointain, isolé, hostile, peu accessible, à la météo complexe et aux ressources assez rares. Cela dit, en parlant de ressources, la petite question c'est: quelle était la première ressource économique de l'Islande avant la Deuxième Guerre mondiale? Réponse simple, c'est le hareng, parce que nous sommes ici à Siglufjordur, c'est un fjord, et en fait c'est de là qu'était un peu l'épicentre de la pêche du hareng. Autour de nous, on a des bâtiments d'époque qui ont été transformés en musée, et la visite est vachement intéressante. Le hareng, messieurs, dames, on s'est jamais dit que c'était grâce à ce poisson qu'un pays entier pouvait survivre. Eh bien, si ça a été le cas pendant plusieurs décennies. Fred vient voir des harengs, il y en a ici, on les a à l'odeur, et il se trouve qu'en Islande, on en mange aussi au petit déjeuner, et ma foi, c'est plutôt appétissant. Le hareng, en fait, c'est une des espèces de poissons les plus répandues au monde. Globalement, ça vit une dizaine d'années, même si, a priori, les tests génétiques ont montré de vieux harengs qui avaient réussi à survivre quasiment 25 ans. Quand il est au top de sa forme, il fait 50 cm et il pèse
500 grammes. Et en fait, la pêche de hareng commence à se mettre en place sur le nord de l'Islande au tournant des années 1900 et elle va être en fait le principal ressort économique du pays pendant 70 ans parce que figurez-vous qu'à force de pêcher sans se poser de graves questions, et bien en fait au tournant des années 70, les stocks de hareng ont drastiquement baissé et ça a précipité un petit peu le déclin de ces villes portuaires comme Siglusvörður qui est juste derrière nous. Alors c'est tout le problème des villes dont l'économie repose sur un seul type d'activité. Donc au début des années 70, Siglusvörður ici est une ville florissante. On voit d'ailleurs de belles baraques sur la colline qui font face à la mer. Et puis un jour, tout s'arrête progressivement, puis plus brutalement. En fait, la ville a perdu un tiers de ses habitants. Ils ont dû un peu se recycler. Aujourd'hui, avec l'accessibilité, on vient maintenant ici par un tunnel, alors qu'avant c'était des routes de montagne, des pistes de montagne assez compliquées à franchir et la ville était vraiment très isolée. Aujourd'hui, il y a un aérodrome pas loin. On passe par de grands tunnels qui font plusieurs kilomètres de long. Et certains, c'est étonnant, quand on est européen, on n'est pas habitué à ce que les tunnels fassent une voie et puis que tous les 100 mètres, il y a une espèce de petit parking sur le côté où il faut se garer. Évidemment, comme ici, les gens sont civiques, ça marche bien. Tu mets... Ah non, on ne peut pas dire ça. Tu mets 3 connards en T-Max et c'est la guerre civile, mais il n'y a pas de ça ici. Du coup, tout se passe bien. Et puis, le hareng, il y en a toujours un petit peu. Il y a quand même quelques activités de pêche qui ont repris. Le hareng, Fredo, c'est riche en vitamine D et en oméga 3. Et sache qu'aujourd'hui, on va encore rouler longtemps parce que le soleil ne se couche pas, qu'on a de la borne et pas mal de visites à faire. Allez, on continue. Toujours à la découverte de la culture islandaise. On est ici dans un tout petit musée, mais qui est vachement intéressant, qui est dans une petite ville le long d'un fjord qui s'appelle Framandig, je le lis encore une fois assez mal, et il est consacré à la fois aux phoques et aux éléphants de mer. On l'aura compris, cette île a eu besoin d'exploiter toutes les ressources naturelles pour que les gens puissent survivre. Bien entendu, la chasse aux phoques arrive dès le début des premières étapes de peuplement et de colonisation de l'île. Donc dès les années 900, on a des traces d'une activité plus intense dès les années 1300, c'est déjà documenté, sauf qu'à l'époque c'est au cas par cas, c'est-à-dire en gros ce sont les fermiers et les pêcheurs qui sont sur les côtes qui chassent le phoque pour des raisons de survie tout simplement, puisque tout est utilisable. La peau est utilisée pour les vêtements, la viande évidemment se mange, et puis la graisse en grande quantité sert de combustible pour allumer les bougies et les autres types de feux d'éclairage dans les maisons. Il y a eu pas mal d'activités autour de ça. Dans les années 1700, on comptait presque 250 fermes qui étaient dédiées en partie à la chasse aux phoques. Et puis une des révolutions technologiques, entre guillemets, arrive vers les années 1700, quand les fermiers commencent à attaquer les phoques avec des fusils, les premiers fusils qui existent dans l'histoire. Sauf que ça a un effet un peu secondaire, que déjà ils en ratiboisent un gros paquet. Et puis les survivants sont un peu effrayés par le bruit des détonations et finissent un peu par se barrer des côtes. Donc en fait, la chasse aux phoques commence très nettement à baisser à ce moment-là, pour cette double raison. Et puis ensuite, plus on s'approche de l'ère moderne, plus évidemment les consciences sont là et elles sont bien entendu totalement réglementées. Ce petit musée a un intérêt, c'est qu'en fait, il est en relation avec un centre de recherche sur le phoque et l'éléphant de mer, qui a 2 axes de recherche. Le premier, c'est de comprendre l'habitat naturel, l'évolution, la relation avec l'écosystème. Et puis le deuxième, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre l'activité touristique autour de ces phoques et éléphants de mer, qui rapporte évidemment des devises et des rentrées de business dans cette région qui en a un petit peu besoin, et trouver les équilibres entre le tourisme et la préservation de l'espèce. Voilà, merci de nous suivre et on continue notre exploration de la culture islandaise.
Pour ce 4e jour de découverte de l'Islande, on est ici à Holmavik et on va se poser de vraies questions existentielles. Croyez-vous au Tilbury, le monstre qui vole du lait? C'est une espèce de divinité, de sorcellerie. Tilbury, pas Tiberi, même si eux aussi ils ont fait des choses assez magiques à Paris. Croyez-vous au Nanbrok? C'est un pantalon fait de peau d'homme et celui qui le porte recevait l'argent de manière illimitée et pour l'éternité. On est ici à Holmavik devant ce petit musée, paraît-il très intéressant, musée de la sorcellerie, qu'on ne visitera pas parce que les horaires sont parfois un petit peu tendus et puis notre planning aussi est tendu parce qu'on a tellement de choses à vous montrer. Toujours est-il que l'Islande, comme bien d'autres pays européens, a vécu une chasse aux sorcières autour du XVIIe siècle. Et cette chasse aux sorcières, elle s'explique parce qu'en fait, globalement, quand les pouvoirs religieux veulent vraiment étendre leur emprise, ils ne souffrent pas d'autres contestations en termes de croyances. Et en fait, l'Église luthérienne, quand elle a vraiment commencé à prendre le pouvoir des esprits sur le pays, a dit bon, les sorciers, c'est gentil, on va les cramer. Il se trouve que les sorcières, en fait, étaient plutôt des hommes au XVIIe siècle dans la région des fjords du nord-ouest, là où on va se balader aujourd'hui. Il y a eu 20 mecs qui ont été brûlés sur des bûchers accusés de sorcellerie et une seule sorcière. Donc voilà, il n'y a pas de mal à croire à l'irrationnel. Chez Motomag, on croit à l'argent magique qui tombe du ciel. Bisous à certains de mes collègues qui se reconnaîtront. Nous, on va partir explorer encore ces routes magnifiques. En 2017, National Geographic a fait un sondage en Islande. Il se trouve que 50% des Islandais croyaient encore à l'existence des trolls et des elfes. Donc les sorciers et les sorcières, pourquoi pas. Il y avait du sable au milieu, vas-y go. Je suis tanké. Deuxième moment de ce 4e jour en Islande et je vais vous faire une révélation. En fait, en réalité, c'est pour ça, c'est pour des moments comme ça que j'avais très envie de venir en Islande. Des moments où tu as un sentiment d'immensité, d'une nature majestueuse, à la fois apaisante et peut-être oppressante parce qu'on sait que les conditions météo changent vite. Et puis ce sentiment d'être seul totalement au bout du monde. Et moi, je trouve ça juste magique et je trouve que c'est totalement lié à la notion de liberté qui implique le fait de voyager à moto. Nous sommes juste par là, Fred vous montrera des images tout à l'heure, juste par là sur la baie de Kaldalon, qui est une petite baie qui rentre dans les terres sur les fjords du nord-ouest. Et puis juste sur le côté, à ma gauche, il y a un glacier, un des 5 plus grands glaciers de l'Islande qui s'appelle le Dangajokul. Alors là, forcément, le niveau de la neige est un peu remonté, mais il se trouve qu'il fait 200 km² et que c'est l'un des rares en fait, à ne pas perdre de superficie malgré les changements climatiques et qu'au plus fort de l'hiver, la glace descend jusqu'en bas de la vallée. Si vous googlisez Dangajokul, vous verrez une espèce de nappe de glace comme ça qui descend jusque dans cette baie. Et puis derrière, il y a une presqu'île qui s'appelle la presqu'île de Hornstandir. Il se trouve qu'elle a été habitée par des pêcheurs, mais ils sont tous barrés dans les années 50 tellement les conditions météo et l'accès difficile parce qu'en fait à partir de là il n'y a plus de route, je dirais même route, il n'y a plus de piste parce qu'on est venu ici par la piste.
La piste s'arrête, donc c'est juste accessible soit à pied, soit en bateau. Et vu les conditions l'hiver, en fait, les mecs ont jeté l'éponge dans les années 50. Donc aujourd'hui, quand tout va bien, regardez-moi ce ciel bleu magnifique, quand tout va bien, c'est un endroit magique pour faire un petit coup de moto et se sentir absolument libre et découvrir ce qui est le cœur de la nature de l'Islande. Et puis pour ceux qui aiment les autres activités, c'est un endroit magnifique pour randonner. Si on va un peu plus haut, il y a des falaises, il y a des centaines d'espèces d'oiseaux. C'est vraiment la nature à l'état sauvage. Un dernier mot pour vous dire qu'en fait, moi, ce qui me plaît dans la moto, et notamment dans les trails, on entend toujours, ouais, les trails, certains disent, moi, j'aime pas ça, machin. En fait, des trails, même des trails routiers, hein, comme cette Vestro Messeux, avec des jantes à bâton et des pneus route, quand les conditions sont correctes, hein, là, il fait sec et il n'y a pas de boue, c'est un engin avec une géométrie, des suspensions, une facilité qui permet justement d'être dans ce genre d'endroit. Et il y a peu de motos qui permettent ça, et je trouve ça hyper cool. C'est vraiment lié, encore une fois, à cette idée de découvrir des paysages, de se sentir seul au monde et de se sentir fucking alive, comme on dit. Dernier mot, si comme moi vous n'aimez pas les gens, bah là c'est parfait, puisqu'il n'y en a pas. Enfin si, moi j'aime bien Fred à la technique. Vous nous dites dans les commentaires si vous aussi vous aimez Fred. Quel est le point commun entre le Titanic et le Gardar? Eh bien non, ce n'est pas ce que vous pensez. Le Titanic, il a coulé dans la tragédie que l'on sait. Le Gardar, techniquement, il n'a pas coulé. Il s'est pas non plus échoué. En fait, il a fini là. Parce qu'à un moment de son histoire, il était en tellement mauvais état qu'ils se sont dit que c'était un peu trop dangereux de l'utiliser. Cela dit, les deux sont sortis de leur chantier naval respectif en 1912, donc le Titanic et le Gardar. Le Gardar, au départ, c'est un bateau norvégien et sa mission première, c'est de faire de la chasse à la baleine. On a parlé de l'importance de la chasse à la baleine dans une séquence précédente. On voit sur sa proue qu'il est renforcé, qu'il est fait pour tailler dans la glace. À l'époque, les moteurs qu'il a sont des moteurs hyper puissants, donc c'est un bateau très efficace. Et puis il va faire ça pendant quelques décennies, jusqu'à ce que la chasse à la baleine, on en a aussi parlé dans une séquence précédente, soit commence à être un peu compliqué et commence à se ralentir, fort heureusement. Et donc il a une deuxième carrière du début des années 70 jusqu'à 1981 comme bateau spécialisé dans la chasse au hareng. Et puis ensuite, sa structure commence à pourrir, il commence à être trop dangereux. Il était au large des côtes islandaises, on le colle ici. Et en fait, pour la petite histoire, c'est le plus vieux bateau à structure métallique qui se trouve sur le territoire islandais. Cette image, elle se mérite un peu, hein, parce que c'est un peu, on est dans les fjords de l'Ouest, on en prend plein les yeux depuis une journée et demie, les routes sont juste fabuleuses, il y a du virage, des couleurs, une avalanche d'ambiance, d'émotion. On est un peu seul, il n'y a quand même pas grand monde. Cela dit, là, c'est vraiment au bout des fjords de l'Ouest et après, il faut faire demi-tour. Mais voilà, typiquement le genre d'image qu'on avait envie de vous montrer. Merci Fred, à la technique.
Le thème de cette cinquième journée d'exploration de l'Islande, c'est rigolo parce qu'avec Fred, je lui dis tout à l'heure, au fait, ça fait combien de jours qu'on est là? Parce qu'en fait, quand tu es en road trip, à un moment, tu sais plus depuis combien de temps tu es là, depuis combien de jours ça fait que tu roules. Et ça, c'est assez délicieux. 5e jour, donc, derrière moi, le musée des pêcheurs, le musée maritime d'Elefsfjörður, un truc comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est les petites baraques de pêcheurs qui étaient construites pour être totalement intégrées dans le substrat naturel, pour être isolées au maximum des éléments, parce qu'on imagine qu'à l'époque, la vie était rude, elle l'est toujours. Et puis de ce petit port de pêche bien planqué au bout d'une péninsule, on va avancer progressivement aujourd'hui vers ce qui est la plus petite des grandes villes du monde, puisque Reykjavik est une capitale importante, mais la ville elle-même ne compte que 130 000 habitants. Et pour y aller, on va encore longer la rive sud de la péninsule du Snæfell, et je crois qu'on va encore en prendre plein les yeux. En tout cas, petit intermède de paysage, et on se retrouve tout à l'heure dans une grande ville, pas si grande que ça en fait, mais sympa quand même. C'est bien évidemment l'un des spots incontournables de Reykjavik. La ville se visite assez vite, elle n'est pas si grande que ça. Derrière moi, il y a deux choses. Il y a à la fois la statue du fils d'Éric le Rouge. Éric le Rouge, il semblerait que ce soit lui qui ait découvert l'Amérique quasiment 400 ans avant Christophe Colomb. Mais il a découvert un petit peu, il s'était plutôt installé sur le Groenland pour faire déjà un début de colonisation des fermiers islandais qui allaient chercher d'autres territoires. En même temps, il n'a pas le choix, vu qu'il était condamné pour meurtre, il avait plutôt intérêt à se barrer. Donc d'abord le Groenland, un peu le début de l'Amérique, et il est revenu au Groenland. Ensuite, tout derrière, c'est la cathédrale principale, c'est le plus haut bâtiment de la ville, 75 mètres de haut. Cathédrale dont le début de la construction date de 45, elle se termine en 86, et l'architecture très épurée, assez différente de ce qu'on voit d'habitude sur ce genre d'édifice religieux, en fait, est une espèce d'hommage aux espèces d'orgues basaltiques qui sortent du sol. On l'a vu dans certains canyons qu'on a visités au début de ce voyage. Ces espèces de tubes de lave qui solidifient en roche, ça fait la forme de cette cathédrale. L'intérieur est plus sobre. C'est évidemment le point culminant de cette ville de Reykjavik qui, encore une fois, se visite assez vite. Et puis on aura, quand on est motard, plutôt des affinités pour aller se gaver les yeux de paysages incroyables dès qu'on sort de la ville. Mais voilà, ça mérite quand même un peu le détour. Alors il faut s'imaginer qu'il est 18h30 et qu'on est en plein dans le centre historique et que pourtant c'est quand même très très calme. Il se trouve que Reykjavik est supposé vivre vraiment dans les bars, dans les pubs le week-end. Là, a priori, ça se lâche un peu complètement. Ce qui est marrant aussi dans ce centre historique, c'est qu'en fait, on a encore plein de vieilles baraques colorées avec une architecture un peu en tôle comme ça, avec beaucoup de charme. On pourrait se dire que dans une ville, dans une capitale, il y a une grosse pression immobilière. Et vu qu'ils sont pas très nombreux et qu'ils privilégient l'habitat individuel en banlieue, la pression immobilière dans le centre, elle n'est pas très sensible. En tout cas, ça donne un charme assez étonnant. Autre chose aussi, il y a quand même pas mal de restos, de bars qui sont ouverts assez tard. Ça change des 5 jours qu'on vient de passer, Fred, notamment dans les fjords du nord-ouest, où réussir à acheter un paquet de chips et des nouilles pour survivre après 18h, c'était quand même un peu mission impossible. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette ambiance, je dirais, désuète, calme, apaisée, d'une ville qui est pourtant la capitale d'un pays et qui est, monsieur, dame, la capitale la plus au nord qu'il existe au monde, la capitale la plus septentrionale. Elle en a mis du temps, la ville de Reykjavik, à devenir la ville importante que l'on connaît. Les premières traces
d'occupation par des habitants, c'est quoi? C'est 874 sur les livres d'histoire. Et puis ensuite, pendant un millénaire ou presque, il se passe quasiment rien. Et c'est début 1800 que la ville devient une espèce de place de commerce sous l'égide du royaume du Danemark. Ça restera comme ça jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale où elle sera occupée par les Alliés. Et puis l'indépendance de l'Islande arrive juste après. Je vous embête pas avec des cours d'histoire, c'est pas le propos de ce reportage qui est plutôt dédié au plaisir de découvrir des paysages de fous à moto. Néanmoins, derrière moi, il y a un truc qui s'appelle l'hôpital français. Car oui, savez-vous, l'hôpital français de Reykjavik date de 1902. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait énormément de bateaux français qui venaient pêcher dans les eaux très poissonneuses de l'Islande. La pêche se faisait globalement entre fin février et fin août, c'est-à-dire la saison à peu près praticable. Entre début 1830 et 1930, il y a eu plusieurs centaines de bateaux qui ont opéré. Ça a représenté parfois 5000 marins français sur les eaux. Évidemment, vu les conditions météo, vu le niveau des bateaux de l'époque, ça cartonnait, les gens se blessaient, les gens se noyaient, mais en tout cas pour ceux qui se blessaient, il y avait suffisamment de gens pour que la France décida de créer un hôpital ici et puis 2 autres dans d'autres localités de l'Islande, ce qui fait que la France en fait prenait un peu soin de ces marins qui étaient là à risquer un peu leur life pour abonder les poissonneries françaises en produits frais qui régalaient nos concitoyens. Voilà, c'est ces petits morceaux d'histoire sympas qu'on découvre un peu au hasard quand on se balade à moto. On continue la visite de l'Islande. Il y a de la culture à Reykjavik, il y a quelques rues dans le centre-ville où en fait il y a plein de peintures murales, on sent qu'il y a un besoin de s'exprimer. Il y a aussi bien évidemment une douzaine de musées qui méritent pour certains qu'on s'y attarde un petit peu. Et puis on sent dans cette ville un besoin d'expression. C'est vrai que là on est dans la bonne période de l'année, il fait presque beau, on profite de paysages, mais vivre là toute l'année quand t'as pas de soleil pendant des mois et des mois, on voit une jeunesse parfois un petit peu différente peut-être des codes que l'on a chez nous, cheveux bleus, piercing dans le nez, et puis tu leur files une guitare et ça finit par chanter du Björk. Là-dessus, c'est un petit moment de désaccord entre Fred et moi qui est plus branché Metallica. Moi, j'avoue que Björk, c'est pas si mal que ça, surtout quand tu bouffes du renne à longueur de journée et que tu vis dans le noir, t'as besoin de t'exprimer. Sixième jour de découverte de l'Islande. L'Islande, ses plaines et ses moustiques, d'où mon accoutrement. En fait, au début de ce voyage, on a pris soin de vous emmener dans les endroits un peu hors des sentiers battus. Typiquement, les fjords de l'Ouest, qui sont pour l'instant un de nos coups de cœur. C'est moins de 10% du tourisme de l'Islande. Il se trouve que beaucoup de gens prennent un avion jusqu'à Reykjavik, la capitale. Ensuite, ils louent une bagnole et ils font ce qu'on appelle le Cercle d'Or. Le Cercle d'Or, c'est une route très bien revêtue qui passe dans l'intérieur du pays, qu'on a pris ce matin et qui emmène sur quasiment les 3 spots les plus touristiques du pays. Donc globalement, aujourd'hui, il y a du monde, il y a de l'autocar, il y a du tourisme, il y a des personnes âgées, ça roule pas très vite, mais les paysages sont sublimes. Ici, c'est une plaine qui s'appelle Thingvellir. Alors vous allez me dire, si on veut une plaine, pourquoi se faire chier à venir ici? On a calé dans la Beauce, mais cette plaine a un intérêt historique puisqu'en fait on vous a dit hier à Reykjavik que globalement entre les premiers occupants de l'île à la fin des années, au tournant des années 900 et pendant un millénaire, il s'est quasiment rien passé. C'est assez vrai, sauf que malgré tout, tous les ans, se tenait une assemblée, une espèce de parlement sur cette plaine ici. Et c'est là qu'ont été prises des décisions importantes, comme par exemple la conversion au catholicisme en l'an 1000 ou l'envie de devenir une île indépendante à partir de 1944. Voilà. Alors sinon, c'est une plaine. Vous allez me dire, dans une plaine, il n'y a pas de relief. Eh bien, si, il y en a derrière moi. Pourquoi? Parce que nous sommes ici justement sur la faille qui sépare les 2 plaques tectoniques américaines et européennes, d'où une géothermie et d'où un paysage assez typique. Thingvellir, voilà, c'est joli et puis il y a un intérêt historique.
On attend un peu l'événement majeur de cette attraction. En fait, il y a énormément de monde. On n'a jamais vu autant de touristes en Islande jusqu'à aujourd'hui. La raison, c'est qu'il ne vous viendrait pas à l'idée d'aller à Paris, de rater la Tour Eiffel ou d'aller à Sedan et de rater le château. Et bien là, c'est le geyser, qui est un peu au centre sud de l'île. Toutes les X minutes, ça monte jusqu'à une vingtaine de mètres de haut, parfois 30. L'eau est à 100 degrés en surface. Elle est beaucoup plus chaude en profondeur. Elle est déjà à 127 quand on descend 20 mètres plus bas. Et on a des traces de cette activité qui remontent au XIIIe siècle. Donc en fait, le truc est connu depuis très longtemps. Et il se trouve que quand vous voyez les gens autour, le nombre de bus sur les parkings, ça semble être l'attraction avec un A majuscule de l'Islande. Donc nous, on est là, on est content, on regarde ça, on fait les touristes. Et puis après, on se casse, faire beaucoup de motos. Ça commence à puer le soufre. On est bien dans la fumée, là, Fredo. Et je pense qu'il va se passer quelque chose. Alors encore un endroit qui est absolument blindé de touristes puisque forcément on est sur le cercle d'or, cette route touristique qui concentre quelques-uns des spots les plus appréciés d'Islande. Alors quand on est sorti du bateau, on avait fait genre 5 km et on était extasié devant la première cascade. Des cascades depuis on en a vu plein, on sait qu'il y en a quasiment plus de 10 000 dans le pays. Celle-ci, c'est probablement la plus photographiée. C'est la cascade de Gullfoss. En fait, elle vient d'un glacier qu'on voit et qu'on verrait peut-être derrière si la météo était un peu plus clémente. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a, c'est une double cascade. En fait, il y a deux failles dans le cours de la rivière. En plus, elles sont perpendiculaires par rapport à l'autre. Et donc, ça donne ce bouillonnement d'eau qui est assez massif. Il paraît que quand il fait beau, là aussi, on voit apparaître des arcs-en-ciel. Il fait beau pour nous à l'échelle islandaise, puisqu'en fait, on n'a pas froid, on n'est pas mouillé. Donc on est vachement content, n'est-ce pas Fredo, par rapport au début du voyage. Mais voilà, toujours est-il que pour beaucoup, cette route du Cercle d'Or, ce sera un peu ce que les gens retiendront principalement de l'Islande. Nous, encore une fois, on préfère aller là où il y a moins de monde, les fjords de l'Ouest, les routes côtières, entre le sable et le glacier tout en bas. Et c'est d'ailleurs là où on va se diriger juste maintenant. Dernier jour ou presque de découverte de l'Islande, puisque demain il faudra partir tôt et tracer un petit peu pour prendre le bateau qui nous ramène en Europe continentale. On s'était dit, après en avoir pris plein les yeux sur le nord de l'île, sur les fjords du nord-ouest qui méritent vraiment le déplacement, on s'était dit que la suite serait forcément un peu moins bien. Et là on est en train de tracer le long de la côte sud et de la côte sud-est de l'Islande, pas loin de la route numéro 1.
Donc ça veut dire qu'il y a plus de monde, plus de trafic. Mais néanmoins, l'Islande, c'est un peu une île et plusieurs ambiances. Ici, c'est l'alliance improbable entre la glace et le feu. La glace, parce qu'on n'est jamais très loin d'un glacier. On en a découvert un hier en arrivant. On va finir la journée aujourd'hui au pied du Vatnajökull, qui est un énorme glacier, le plus gros glacier islandais. Et puis entre les deux, il y a ces traces de lave, d'activité volcanique un peu partout. Il y a ces plages de sable noir. Au-dessus de nous, il y a une espèce de voûte basaltique, c'est forcément de l'activité volcanique et ça a été creusé parce qu'en dessous il y avait un petit peu un substrat géologique plus tendre et même si à la fin c'est l'eau qui gagne toujours, elle a quand même du mal à gagner contre la roche volcanique. Et puis tout autour c'est ce mélange de sable noir, d'oiseaux qui ont fait des colonies ici parce qu'ils sont bien peinards, de plaines agricoles fertiles avec des limons et de petites fermes qui sont comme ça au pied des flancs de roches volcaniques, des petites fermes avec des toits rouges vraiment pittoresques. On est vraiment dans une ambiance assez improbable. Il y a un petit peu de monde mais c'est à l'échelle islandaise donc ça va jamais très très loin et c'est encore un autre kiff. On va passer la journée à se balader ici entre glaciers, volcans, roches volcaniques, la mer, les plages de sable noir. Et à nouveau, on en prend plein les yeux. En parlant d'en prendre plein les yeux, derrière moi, il y a 3 pitons rocheux. C'est des elfes. Ce sont des elfes qui ont décidé de voler un bateau. Et puis les divinités supérieures se sont dit non, c'est pas bien de voler des bateaux. Donc elles les ont transformés en pitons rocheux. C'est ce que dit la légende. Et des légendes en Islande, il y en a plein. C'est dans ce paysage typiquement islandais, un joli coin de nature, des petites cabanes en tôle rouge dans lesquelles nous allons passer la nuit. Mon cher Fredo, ça va être tellement romantique. Et puis derrière, il y a des chevaux islandais, ces chevaux typiques, j'espère qu'ils ne seront pas trop bruyants. Et puis juste derrière de l'autre côté, on ne le voit pas très bien parce qu'il est enveloppé dans cette espèce de brume du soir. Le glacier Vatnajökull, le plus gros glacier islandais, et de loin, c'est une masse gigantesque de glace qu'on a eu le plaisir de longer aujourd'hui à moto et même de s'arrêter pour aller filmer des icebergs. J'avais jamais vu d'iceberg en fait de ma vie. Moi non plus. Voilà, moi non plus. Comme quoi tout arrive. Mon cher Fredo, c'est le moment de faire le bilan. C'est quoi ce road trip en Islande pour toi? Alors je me sens comme Floki. Tu vois qui c'est Floki? Pas bien. Ah, Floki. Ça commence mal. Floki, c'est le viking en fait, qui était un grand navigateur et qui a découvert l'Islande. Alors, c'est pas vraiment le premier, parce qu'avant lui, il y avait 2 autres vikings qui étaient partis et qui étaient arrivés sur l'Islande et qui avaient, par hasard, découvert cette île. Et lui, en fait, il a décidé de partir avec femme et enfants, 2 de ses amis. Et ils ont pris 3 corbeaux il a pris 3 corbeaux. Parce que les corbeaux, en fait, quand ça sent la terre, et voilà, donc il a pris 3 corbeaux et il a essayé de trouver cette île-là, l'Islande, en fait. Le premier corbeau, il l'a lâché. En fait, il l'a lâché à côté des îles Féroé. Oui. Voilà. Mais le corbeau est vite revenu, donc il a continué. Et puis après, il est arrivé sur l'Islande. Et l'Islande, c'est lui qui a découvert l'Islande en premier. Donc toi, tu as le sentiment de l'explorateur, du type qui a découvert quelque chose. J'ai l'impression d'être Floki. Pourquoi? Parce que c'est une succession de quoi? D'images, de fractures de la rétine, de paysages, d'ambiance, de lumière. C'est ça, lumière, en fait, nuit et jour. Voilà. En fait, c'est plusieurs ambiances. Nous, on a fait le tour. On a eu de la chance de faire le tour de l'île. Tout le monde n'aura pas cette chance-là. Quand on fait des voyages organisés, je pense que c'est des secteurs qui sont vraiment identifiés. Nous, on a eu la chance de faire le tour de l'île. On a vu différents paysages, différentes atmosphères. Et c'est vrai que quand je dis que ça me fait penser à Floki, parce que quand tu arrives sur une terre comme ça, qui est quand même en hiver, qui doit être un peu rude. Ouais, même en été, tu sens que tu n'es jamais loin d'un truc. Tu dois te rude. cailler un peu. Il n'y a pas d'arbres. Les arbres, ils sont arrivés après. C'est comme il n'y avait pas d'arbres sur l'île. C'est plutôt de la verdure. Tu te sens un peu seul, quoi. Ouais. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on a fait le choix de faire le tour de l'île, ce qui n'est pas forcément, comme tu dis, ce que décide tout le monde. On a fait aussi le choix de le faire sur la route. Les routes en Islande, on peut le dire, elles sont formidables. La route numéro 1, elle fait le tour de l'île. Elle fait 1332 km. C'est globalement ce qu'on a fait ou presque, puisqu'il nous reste un segment de 250 bornes à faire demain pour récupérer le bateau. On a fait plus. À savoir qu'on a fait plus. On a fait, je crois, 2002 ou 2300. 2000 km, facile. Il y a aussi des routes qui sont
bon, tiens, j'ai mon compteur ici. On a fait 2497 km voilà. et il en reste encore plus de 200 avant de reprendre le bateau. Il y a des routes donc secondaires qui, elles, sont en gravier. Elles sont praticables avec une voiture normale. Donc avec une Vestro, même en définition route, ça passe. Il y a un peu de gravier, parfois un peu de cailloux, parfois un peu de sable, mais c'est pas très compliqué. Et il y a les routes typées F. Alors les routes F, ça vient pour Fjall, un truc comme ça, qui veut dire montagne en islandais. Ces routes ne sont pas ouvertes toute l'année et elles sont autorisées uniquement aux 4x4 et aux motos. Et attention, c'est des routes compliquées, il y a des gués, à savoir que les gués, si on passe le matin, des fois la profondeur est faible, mais en fin de journée, quand les glaciers ont commencé à fondre un peu, il y a 3 fois plus d'eau, et ce qui passait le matin passe plus le soir. Donc il faut quand même être vachement prudent, parce qu'ici, quand tu disais, Fred, que tu te sentais un peu comme le premier explorateur, il y a un truc qui est assez magique, c'est que tu en prends plein les yeux et tu te sens tout petit en fait. Parce que tu te dis, les premiers mecs qui sont venus s'installer là, qui ont décidé de rendre le truc pérenne, qui ont décidé de trouver à bouffer, à chauffer, à s'activer, à vaincre le climat, les vents, les marées, etc. Franchement, respect. Et quand tu es sur ta moto, que tu prends du vent plein la tronche, on a eu plutôt de la chance. On a eu sur 7 jours, on a eu 2 jours de pluie et d'humidité assez changeante, pas continue mais quand même un peu humide, et depuis c'est du beau temps, donc franchement cool. Les 2 premiers en plus c'était pas vraiment de la pluie, c'était plutôt du ce qu'on appelle le crachin, une alternance pluie, crachin, un peu pluie, mais c'est humide partout, c'est humide. La température c'est plutôt froid, on est descendu on a roulé par 4 degrés 4 degrés on a roulé en juillet, et quand il y a une hydrométrie de 40 ou 50%, on le sent. Tu le sens. Moi, j'ai pas quitté le pantalon de pluie parce que j'ai pas Yannick, mon collègue de la conso, il me disait mais non, prends pas tes affaires d'hiver, ça sert à rien. Bien sûr, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris mes affaires d'hiver et j'étais super content d'avoir pris mes affaires d'hiver. Autre chose, alors c'est vrai qu'on a beaucoup roulé, ça veut dire pas forcément beaucoup de temps pour faire autre chose que ça. C'est un parti pris qui était le nôtre de faire un road trip. Moi, il y a une frustration sur l'Islande. Il y a déjà une joie d'avoir découvert ce pays. Il y a aussi une frustration, mais elle est logique, elle fait partie du cahier des charges. C'est que tu te dis, c'est un pays qui demande du temps. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'activités à faire. Alors, on voit dans les offices de tourisme ou dans les hôtels, marcher sous des glaciers, aller plonger avec des baleines, faire du rafting dans des endroits incroyables, partir 4 jours dans un sentier en haut des fjords de l'Ouest où il n'y a plus personne qui habite là depuis 70 ans. Alors, il faut être affûté, il faut être équipé. C'est clair que ce n'est pas la balade au parc Monceau, on est d'accord. Mais il faudrait revenir aussi pour ça, je pense. Ouais, exactement. C'est des secteurs qui sont... En fait, tu peux choisir un secteur. En fait, tu peux diviser en plusieurs parties l'île et te dire, cette année, je vais faire cette partie-là parce qu'en fait, il y a tellement de choses à faire à cet endroit-là. Et quand tu parlais d'immensité, j'ai eu cette sensation, puisqu'on a énormément filmé, j'ai énormément de rush, et cette sensation de gigantisme, tu le vois quand au drone, tu n'arrives pas à tout capter. C'est ça qui est intéressant. Quoi. C'est quand tu mets le drone en l'air et tu te dis, mais le paysage est monstrueux. Quoi. Et tu n'arrives pas à tout. Faut vraiment faire plusieurs passages pour dire, ah voilà, j'ai pas fait ça. Et ça, tu le sens pas en France. Tu n'as pas ce sentiment-là, globalement, mais peu. Tu n'as pas ce sentiment-là. C'est un sentiment que tu as en Australie, en Afrique du Sud, aux États-Unis, etc. Voilà. Tout à fait. Ouais. Et ces grandes plaines, là, ce qu'on a fait aujourd'hui pour la dernière journée, ces grandes plaines où il n'y a rien, c'est vite, tu vois. Mais tu kiffes, tu es là, tu roules et tu kiffes. C'est marrant parce que tu sais, des fois, à la fin d'un road trip ou à la fin d'une journée, tu as l'accumulation, même si tu es dans un endroit incroyable, à un moment, il y a une fatigue qui est naturelle qui est là, et tu en es à compter tes kilomètres avant l'étape. Et moi, jamais, je me disais, mais en fait... ok, il reste 70 bornes, mais j'aimerais bien que ça continue parce que c'est tellement beau que je pourrais rouler encore des heures et des heures dans cet environnement-là. Quoi. En parlant de rouler, pour revenir sur la route, parce que c'est quand même le but des motards, moi j'ai été impressionné, ça roule bien, ça roule pas vite, c'est respectueux, ça respecte globalement les limitations qui sont de 90, les locaux roulent à 100, 110, mais pas plus. Il y a très peu de radars automatiques, tu as réussi à en flasher un, respect Fred quand même. Il y en a dans les tunnels, ce qui est normal, parce que les tunnels c'est quand même un endroit particulièrement dangereux, mais il y a surtout ce sentiment justement de liberté. On n'a pas vu un seul flic en embuscade. T'as pas ça en France où tu flippes toujours de perdre ton permis quand tu pars faire une balade. Ouais, on a croisé à un moment donné, on était un peu rapide le soir avant d'arriver à l'hôtel. Il était 9h30, on avait fait 700 bornes dans la journée. Et l'hôtel on a eu 2 appels de phare. Moi je pensais que c'était quelqu'un qui nous disait bonjour, qui nous ont fait mais en des fait appels c'était la de police phare. qui était en face. Mais bon, voilà, on n'était pas excessivement vite, on arrivait un peu, voilà. Fin de journée. Mi-régime en 6e, tranquille. Mais c'est vrai que pour souligner au niveau des routes,
il n'y a pas un trou dans la route. Ouais, on est en bon Islande, ouais. on est un pays dans lequel il y a des conditions climatiques qui sont variables, qui sont rudes. Il n'y a pas un trou dans les routes. Alors après, c'est vrai qu'il y a des chemins comme ça, il y a des chemins... Oui, mais les chemins, ils sont bien entretenus. Ils sont bien entretenus. Il n'y a pas non plus de nid de poule, etc. Il n'y a pas de piège, il n'y a rien. Non, c'est sûr que le bois de Boulogne, c'est plus rock'n'roll. Tu sens que le bois de Boulogne, c'est vraiment une calotte glaciaire en dessous. Ouais, ça a bougé. Ouais, ça a bougé, alors qu'ici, plaques, ici moins. Autre chose, ton coup de cœur, finalement, on a fait toutes les régions autour de l'Islande. Il y a toute une partie centrale qu'on n'a pas fait parce que c'est les routes F quelque chose qui sont compliquées, pas toujours ouvertes. Pour moi surtout. Et qui demandent un vrai niveau de tout-terrain. En parlant de ça, j'insiste sur le fait que tu n'avais quasiment jamais fait, je ne vais pas dire de tout-terrain, mais même de chemin. Même de chemin. Au début, tu as fait des petits refus d'obstacles. Moi, je partais, je te voyais rester sur le bitume. Puis de toute façon, on n'avait pas le choix, fallait y aller. Il n'y a qu'un chemin pour passer. C'est quoi le feeling de sentir que ça bougeote un peu sous tes roues? C'est vrai qu'au début, c'est pour moi qui est un motard des villes, on va dire, cette sensation-là, je la connaissais pas, quoi. Je la connais quand ta moto, tu vas te casser la figure et que tu maîtrises plus. Et là, en fait, tu apprends en fait à aller au-delà de ta peur, parce qu'en fait, la maîtrise de cette situation-là, c'est pas de couper les gaz, bien au contraire, parce que quand tu coupes les gaz, c'est là où ça part de partout et que tu ne contrôles plus rien. Et c'est là, et en fait, il faut mettre des gaz, en fait. Et il faut toujours être en prise, non pas être en survitesse, on va dire, à vitesse en troisième ou quatrième. Il faut être plutôt en deuxième, voire première, certains endroits. Moi, je roulais à 100 des fois sur les pistes. Non, mais surtout, toujours être en traction, en fait, avec la moto. Et là, tu t'aperçois que ça bouge beaucoup. Mais en fait, quand ça bouge, tu réaccélères et ça va tout droit, quoi. Après... Non, t'es assuré. Je tiens à le dire, c'est assuré parce que tu n'aimais pas ça. Et puis des fois, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que nous, on pensait faire le tour de l'île. Et alors, la route numéro 1, elle est entièrement bitumée. Mais dès que tu sors un petit peu, des fois, tu as des portions qui sont en gravel. Et c'est comme ça. Et on s'en est fait notamment dans les fjords de l'Ouest, quelques bonnes portions de dizaines de kilomètres, voire plus. Mais magie du trail, même trail routier, ça te permet d'aller dans des paysages. Je me souviens, tu vois, cette espèce de montagne qu'on a franchie qui donnait sur un fjord. Et après, on repart sur les fjords de l'Ouest. C'était juste fabuleux. Tu arrives là avec ta moto, c'est fantastique. On a des images de ça. Hein. On a des images de ça. Tout à fait. Et c'est vrai que tu me parlais quel est mon coup de cœur. En fait, c'est difficile. Je me dis, en fait, c'est ce que je t'avais confié, c'est que je reviendrai certainement. Avec mes enfants, avec certainement un camping-car avec sirop motrice et des pneus hauts comme ça, avec des grosses roues, parce qu'ils ont beaucoup de véhicules. Non, ils ont des véhicules faits pour ça. Ils ont des véhicules faits pour ça. Les mecs sont pragmatiques. Il faut rouler dans la glace, dans la neige, par moins quelque chose. Ils ont ce qu'il faut. Mais c'est vrai que c'est cette sensation de faire découvrir ça à mes enfants. Ce serait le top, quoi. Voilà, ce sera. Et du coup, tu les emmènerais où? Plutôt dans le fjord de l'Ouest. Les fjords de l'Ouest. Les fjords de l'Ouest, parce que c'est là où il y a moins de monde. Parce que là, on le voit ces 2 derniers jours depuis qu'on est passé à. Depuis Reykjavik, on est sur la route numéro 1 du sud. C'est la route, on va dire la route touristique. On croise des caravanes, on croise machin. Et on peut encore rouler. C'est pas l'embouteillage des bords de plage en France en été. Mais dans le nord, c'est vraiment, il y a personne, quoi. Il y a personne. Il y a des moments où tu roules et tu croises personne, quoi. Alors en démographie, il y a personne, et on rappellera que moins de 10% des touristes vont dans ces régions-là, qui sont un peu loin, qui demandent du temps, qui demandent de la route. Et c'est vrai qu'ils sont tous plus sur Reykjavik, le Golden Circle, les spots qu'on vient de faire depuis 2 jours, les tours opérateurs sont là. Ouais. Moi, je suis comme toi, les fjords de l'Ouest, gros kiff, notamment pour cette notion d'être. Tu as vraiment le sentiment que tu es perdu au bout du monde, et c'est pas une expression en carton, c'est vraiment, déjà c'est vrai géographiquement, et puis tu as ce feeling que tu roules pendant des heures, puis tu te fais, moi j'aime bien me faire des petites cartes mentales et me dire tiens je suis là, dans cette partie du planisphère, j'ai une carte sur mon Schubert, donc ça aide aussi à transposer le truc. Malgré tout, je m'attendais un peu à me faire chier sur la route du Sud, et sincèrement, certes, il y a un poil de monde à l'échelle islandaise, tu vois. En vrai, il y a moins de monde le matin dans le bois de Boulogne quand je descends de chez moi pour aller bosser à Motomag. C'est sûr. Et sincèrement, cette plaine, entre mer, montagne, volcan, glacier, les petites fermes hyper jolies, sincèrement, un vrai kiff. Un vrai kiff à rouler. On en prend plein les yeux, surtout quand on croise le gros glacier. On en a vu 2. On en a vu un qui était le plus petit, qui est juste avant. Et quand on voit celui-ci, mais c'est majestueux, quoi. Moi, j'ai fait celui qui est en France, là, comment ça s'appelle, la mer de glace. Oui. La mer de glace qui est déjà énorme, quoi. Ouais. Mais quand tu vois ça, mais c'est à côté du ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est sûr. Est-ce que tu as envie de devenir islandais?
Non, il fait trop froid. Bon, avec une bonne doudoune. En fait, en vrai, on n'a pas eu si froid que ça. Hein. Il fait un peu humide, mais pas si froid. Il fait humide là. C'est quand même des conditions rudes parce que là, on se dit, là, on est dehors là, mais on est en plein été. C'est la saison. On est début juillet. Début juillet, il fait 10 degrés et il est 8 heures du soir. C'est la meilleure période, la période la plus chaude en Islande. Et quand même, là, si on a un petit 12 degrés, là. C'est déjà bien, il pourrait neiger. Qu'est-ce qui nous soit heureux. C'est tout à fait. Tout à fait. Dernière question avant de finir, parce qu'il y a beaucoup d'images et vous nous direz ce que vous pensez de tout ça. C'est rare que tu fasses autant de bornes sur un sujet, sur une moto comme ça, la Vestrom 1050 SE, en tant que moto de travail, puisque toi, elle t'a permis de suivre, de faire les images, de porter tout le matos, etc. Un avis 30 kilos, 30 kilos de matos. Ouais. Un avis sur cette moto? Alors, en fait, ce que je t'avais dit, c'est tu as deux sortes de motos pour moi. Tu as la moto passion, qui est plein de défauts, que tu adores. Allez, Diavol V4. Diavol G4, voilà. ou n'importe quelle machine de Ducati un peu avec un moteur un peu explosif. C'est des motos qui ont plein de défauts, qu'il faut faire super attention avec, mais c'est la moto plaisir. Et il y a les autres motos où quand tu es dessus, tu te dis, cette moto-là, je l'oublie en fait. J'oublie que je suis sur une moto, j'oublie, je sais que quand je vais voir freiner, elle va freiner. En fait, c'est le prolongement de toi-même et tu oublies l'objet, l'outil. C'est le super kiff. Et en voyage, c'est une vraie vertu. Ah ouais. Et pourtant, on avait déjà fait des essais ensemble. Toi et Axel, vous êtes tous en train de me dire la Vestrom, c'est la meilleure moto, même la 800, la meilleure moto. Moi, j'ai jamais trop kiffé en fait cette moto parce que je la trouvais un peu fade par rapport au. Mais en essai, on roule comme des cons et on roule moins longtemps. Là, tu roules longtemps et tu as beζein d'un truc qui te permette de rouler longtemps, tous les jours, sous la flotte, dans le froid, machin, et qui fasse le job. Et pourtant, là, comme je dis, je suis plutôt chargé au niveau bagage, on est tous les deux chargés. Et la moto, même si ça bouge un peu sur la route, mais ça pompe pas, quoi. Ça reste droit, c'est pas piégeant, quoi. C'est une super moto, quoi. Super outil de voyage. Exactement. Super outil de voyage. Il manque les poignées chauffantes. La prochaine fois, je demande à Suzuki. Il faut mettre les poignées chauffantes. Pourtant, je suis pas fan. Ça existe. Et pourtant, je suis pas frileux. Faut le dire, je suis pas frileux. Mais là. L'Islande, c'est quand même. Merci sur cette analyse sur les deux catégories de motos qui existent. Et en disant ça, tu oublies la troisième qui est le hamster, qui est ton c'est pas une moto, c'est un utilitaire. Ton outil du quotidien. Merci Fred pour tout ça. Merci pour tout le temps consacré sur ce road trip loin de la famille et tout, à filmer, à faire du drone, à rouler, à se taper du froid, de la route, des kilomètres. Certaines journées, c'était 12 heures de route quand même. On a fait ça. On va pas se plaindre, on est payé pour ça et on kiffe. Donc voilà. Mais c'était 12 heures de route pour vous ramener des images des quatre coins de l'île. L'air de rien, les gens sont super accueillants, plutôt gentils. C'est pas des grands expressifs et des grands enthousiastes, mais ils te lâchent c'est carré, c'est clean, au bout d'un moment, il te lâche un petit machin, sourire. sympa. Au début, c'est la porte de prison un peu, mais après, c'est les hôtels dans le style islandais, c'est-à-dire c'est pas le luxe ostentatoire. En tout cas, c'était pas notre budget à nous, mais c'est clean partout. On bouffe plutôt mieux que ce qu'on pensait. En vrai, du bon poisson. Le poisson. Moi, j'aime bien le poisson pané, mais là, j'ai découvert d'autres poissons. Si t'aimes le poisson, c'est cool. Ça coûte 2 couilles, c'est hors de prix. Mais c'est des souvenirs pour la vie. Donc c'est un truc à planifier et à se faire. À se faire une grande occasion. Et puis voilà, vous nous dites ce que vous pensez de tout ça, ce que vous pensez de l'Islande. On est prudent, en Islande comme ailleurs, en Vestrom comme sur autre chose. Merci à Fred. On n'oublie pas un truc, les voyages, la liberté. C'est ça la moto, non? Ouais, c'est ça la moto. Et merci à Philippe parce que. Et si vous voulez que Philippe organise des tours opérateurs au nom de Moto Magazine, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est vrai que j'aime bien organiser et trouver les itinéraires, les bonnes petites adresses. Clé en main, moi je le suis, c'est clé en main, on sait où on va, etc. Chacun on n'est jamais perdu. Je m'occupe pas de recharger les caméras, tu t'occupes pas de choisir les hôtels. Et comme ça, le duo marche bien. Merci de nous suivre, on est prudent. Bisous sur le casque et à bientôt. Il y a plein d'autres émissions, évidemment. Vive l'Islande, quand même. C'était un vrai kiff. C'est un vrai kiff de découvrir ce pays et on a découvert, on va dire, une toute petite partie qui donne vraiment envie d'y retourner. On va faire des économies, des grosses économies et puis racheter une doudoune, des poignées chauffantes et on revient. Voilà, et on revient. À bientôt, bisous, ciao. Salut.